Our next speaker is Jérôme Ducour, who is a curator at the museum, the Ethnographic Museum in Genève, and is also a specialist on pure Shinshu, Hi. on Shinshu. Jodo Shinshu, there you go there. And has written a lot on various aspects of Pure Land thought in Japan. And today present on the disputes that take place in one of the Pure Land Shinshu temples, Hongan. Hi, thank you. Eh bien, bonjour à tous. Et tout d'abord, bien sûr, j'adresse mes remerciements au Hobo Guérin et à Jean-Noël Robert pour cette invitation. Et j'en profite de nouveau pour remercier aussi les petites mains, elles sont là, entre autres, ici, qui rendent cette réalisation possible. J'ai cru comprendre qu'ils ont été mises à forte contribution. Un petit mot, une parenthèse anecdotique, mais parce qu'on m'a posé la question, comme j'apparais comme musée d'ethnographie de Genève, on m'a posé la question si je n'enseignais plus à l'université de Lausanne ou à celle de Genève. Alors je vous rassure, ça continue, malgré la disparition du cursus des études bouddhiques à l'université de Lausanne. J'y donne encore un cours, qui est devenu un cours, ma foi, général. Je n'ai jamais eu autant d'étudiants. Et de même à l'université de Genève. Et pour ce qui est du musée et des deux enseignements universitaires, tout ça disparaîtra dans les limbes au printemps 2019, qui sera l'année de ma retraite. Je m'y prends à l'avance de vous l'annoncer pour s'il y a des postulations. Il n'est jamais trop tôt. La chaire de japonais à l'université de Genève est d'ores et déjà au concours. Bon, je vais aborder... C'est un survol avec quelques illustrations effectivement des débats des Rongi et autres dans la perspective de cette école du bouddhisme de la terre pure au Japon qu'est le Jodo Shinshu. Et d'emblée, cette image tirée d'une biographie de Shinran réalisée par son arrière-petit-fils Kakunyo une trentaine d'années après la mort de Shinran. Et alors, ça ne s'appelle pas Shinran Shonin-e, mais Zenshin Shonin-e, parce que Zenshin est un autre nom de Shinran. Et en fait, il y a plusieurs choses intéressantes dans cette image, à commencer par tout en haut à gauche, où vous voyez un exemple de mondo, au fond, individuel, n'est-ce pas, de maître à disciple, même si l'image est un peu coupée. C'est vraiment question-réponse entre un maître et son disciple. Et c'est une notion qui me semble intéressante quand même de rappeler, c'est la dimension maïotique de la méthode bouddhique en général. Somme toute, elle était utilisée par le Bouddha et toute cette tradition des dialogues, des questions-réponses et éventuellement des débats plus ou moins contradictoires, à mon avis, s'inscrivent dans cette lignée de la maïotique bouddhique. Je fais encore une parenthèse ici, parce qu'avant que j'oublie, je me disais que si l'on parle, et notamment grâce à Jean-Noël Robert et son article dans les comptes rendus de l'Académie, si je me trompe, sur la disputation, on redécouvre au fond un aspect bien négligé, en même temps qu'on redécouvre également cet autre aspect qui sont les koshiki. Et il faudrait voir s'il y a des liens d'ailleurs entre les deux. Les koshiki peuvent être aussi exécutés dans des rituels dialogués. Et Kakunyo, l'auteur de cette biographie de Shinran, est lui-même l'auteur d'un Hohonko Koshiki, où il célèbre les louanges de son aïeul. Alors, l'image elle-même que nous avons sous les yeux, c'est un épisode de la vie de Shinran après qu'il ait rencontré Honen, donc entre les années 1200 et 1207, qui est celle de leur exil. Et c'est une rencontre surnommée la dispute entre la foi et la pratique. Est-ce que dans la commémoration du Bouddha Nembutsu, est-ce que c'est la pratique de la récitation du nom qui compte ou est-ce que c'est la foi qui anime cette pratique? Donc c'est Gyoshin Ron. Alors au milieu en haut, c'est Honen. Une image assez familière, n'est-ce pas, lorsqu'on le voit avec le chapelet devant la poitrine. Et puis, c'est Shinran qui lui a demandé de départager entre ses disciples ceux qui étaient partisans du Nembutsu, de la foi seule, et ceux qui étaient
partisan des pratiques associées au Nembutsu. Shinran lui-même est ici à gauche et il écrit sur un registre les noms de ceux qui vont se ranger du côté de la foi, c'est-à-dire ceux qui sont du même côté que lui. Vous voyez, ils ne sont que deux. La grande majorité à droite tiennent pour les pratiques ou sont surtout dans l'embarras. Et puis il y a un retardataire, c'est Kumagai Naozane, qui arrive ici, qui se gratte la tête et qui dit « Ne m'oubliez pas de me compter parmi ceux de la foi ». Donc voilà, c'est assez évocateur, je crois. Alors ici, d'un débat, pour le coup, disons, pas si informel que ça, puisque quand même, c'est en présence du maître. Pour la petite histoire, Honen lui-même, au final, se mettra du côté des adeptes de la foi, du moins d'après cette biographie d'un maître du Shinshu. Donc, pas si informel que ça, et pour le coup, un débat interne à une tradition, interne au Jodo. Si on peut parler d'école Jodo déjà à ce moment-là, puisqu'on l'a mentionné ce matin, Honen, disciplinairement parlant, ne s'est jamais détaché du Tendai. Il a toujours signé jusqu'à la fin de sa vie comme moine du Tendai. C'est en même temps aussi contemporain de cette époque de Kakunyo, l'arrière-petit-fils de Shinran, une époque de kuden, de transmission orale dans le Shinshu des débuts, dont témoigne encore une fois ce mondo individuel tout en haut à gauche. Et on a ainsi des ouvrages comme le Kudensho, également mis par écrit par Kakunyo, donc les notes de la transmission orale, d'une part, et d'autre part le fameux Tannisho. Ce sont vraiment des ouvrages issus de dialogues entre un maître et son disciple. Pour ce qui est de Honen lui-même et le Jodoshu en général, bien sûr, il est connu, ça a été aussi mentionné ce matin, à travers le Mondo, alors là pour un débat extérieur, avec des écoles extérieures à sa tradition, qui est le Ohara Mondo, pour le plus célèbre d'entre eux. Et dans les disputes externes, nous avons ensuite le cas de Zonkaku, le fils de Kakunyo, qui est célèbre pour une dispute avec des représentants de l'école Hokkeshu, c'est-à-dire des disciples de Nichiren, au Koshoji, au temple Koshoji de Sanna, donc dans l'actuelle préfecture de Hiroshima, où l'école Hokke Nichiren se répandait autant que l'école Shinshu. On n'a malheureusement aucun détail historique précis, on n'a même pas le nom du gouverneur de la province. C'est rapporté dans l'autobiographie de Zonkaku, cet épisode, mais surtout on a ces deux ouvrages dont je vous ai donné les titres, le Hokkemondo, le titre à lui-même dit bien de quoi il s'agit, donc un dialogue avec les gens de l'école Hokkeshu, et puis le Ketshisho, les notes sur la détermination de la sagesse. Je ne peux malheureusement pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment des questions tout à fait visiblement issues d'un débat, d'un réel débat. Quant au Ketshisho, c'est un parmi les nombreux ouvrages de Zonkaku qui est parmi les plus profonds. Et l'idée en général dégagée par lui, c'est quand même, il faut que je dise un mot sur lui, c'est quand même un des personnages les plus fascinants dans la tradition issue de Shinran, car il a une approche qu'on dira Tsubukyo, n'est-ce pas, pan-bouddhique. Il a bien sûr l'héritage Shinshu, mais il a fait ses classes non seulement dans le Tendai, non seulement dans le Shingon, mais aussi à Nara, au Kofukuji. Et il a reçu l'ordination des deux, du grand et du petit véhicule. Donc vraiment, c'est une, comment il faut dire, un parangon de la connaissance bouddhique de l'époque. Et ses ouvrages sont nombreux. Il a écrit le premier commentaire sur le fameux Kyogyo Shinsho de Shinran, l'œuvre majeure de Shinran, qui fait encore autorité aujourd'hui. Un détail au passage, vous voyez qu'il porte un kessa blanc. Dans l'image précédente, on voyait des kessas gris. Alors le blanc, ça a été mis à la mode par le père de Zonkaku. C'est pour rappeler qu'à l'époque de la loi décadente, selon les sutras, le kessa va se transformer en blanc, en couleur blanche, qui est la couleur des laïcs. Et là, on a toutes les formes extérieures du religieux moine, sauf qu'il n'est pas moine, puisqu'ils ont femmes et enfants, lui-même, donc arrière-petit-fils de Shinran, et il va poursuivre la lignée ensuite.
Ensuite, ça nous mène, je passe évidemment très brièvement, on saute à l'époque Edo, où il y aura plusieurs disputes, dont un certain nombre d'entre elles seront réglées dans cette salle qui existe encore, bien sûr, au Nishonganji, le Taimensho, la salle d'audience, qui est fin 16e siècle, qui est classée trésor national, immense salle, avec tout au fond ce qu'on appelle une estrade, un jodan. Et encore plus au fond, le Jojodan. C'est ce qu'on va voir. Et c'est là, n'est-ce pas, le Jojodan à droite, derrière cette fenêtre ronde, que se tenait le patriarche, derrière les rideaux baissés, pour assister. C'était vraiment Udakata, n'est-ce pas? Il ne se montrait pas. Et il faut imaginer, par contre, les moines alignés des deux côtés, avec, pour se départir les uns les autres. Il y a des fois où ça tourne d'ailleurs assez mal. Il y a 3 grandes disputes doctrinales. Il y en a d'autres, bien sûr, mais les 3 principales, c'est la Jo no Gekisho, littéralement la chamaillerie de l'ère Joho, auquel j'ai consacré un livre qui a été publié dans la bibliothèque des études japonaises du Collège de France, et qui est un peu une maladie de jeunesse de le collège qui avait été fondé au Honganji dans la fin des années 30. Et il y en a qui disent qu'il y a trop de rituels. Surtout sur le plan doctrinal, une des questions évoquées est celle si oui ou non la terre pure n'est rien d'autre que notre propre esprit. Yuishin Jodo, Koshin Mida. Une interprétation qui remonte au Chan déjà au 7e siècle, mais qui ressurgit à l'époque Edo. L'autre, la Meiwa Oron, qui dure seulement 2 années, si je puis dire, c'est l'ère Meiwa. Eh bien, c'est une dispute pour savoir quelle est la représentation du Bouddha Amida dans le Shinshu, le Gohonzon. Est-ce que c'est l'image assise du Bouddha ou est-ce que c'est l'image debout? Quelque chose d'assez classique dans ces disputes, c'est qu'au fond, c'est jamais tranché sur le fond. Au final, on dira le Gohonzon du Shinshu. C'est ce que dit aujourd'hui encore la Constitution, le texte, le droit canon du Honganji, c'est seulement le Bouddha Amida. Et on ne dit pas s'il est debout ou assis. Voilà, il y a plusieurs théories, je ne rentre pas non plus là dans le détail. Et puis enfin, le Sango Wakuran, ça c'était la plus importante dans la durée. Vous le voyez, ça fait 3 générations de patriarches sous lesquelles elle se développe. Sango Wakuran, les troubles, là c'est plus seulement une dispute, c'est vraiment un Wakuran, à propos des 3 actes. Est-ce que le Nembutsu doit se manifester non seulement sur le plan de la foi dans le mental des êtres, mais aussi sur le deuxième plan karmique des actes, qui est celui de la parole, en récitant le Nembutsu, et enfin des gestes par les prosternations. Alors il y en a qui disent non, ce qui importe c'est bien sûr la foi, acte mental, le reste est secondaire, et d'autres qui soutiennent que les 3 sont indissociables. Et là où ça causait problème, c'est que ceux qui ont soutenu la thèse qu'il fallait que ça se traduise dans les 3 actes, c'était précisément le chef des études au collège, la plus haute autorité doctrinale, et qui a été battu en brèche, qui a eu une opposition de la part d'érudits des campagnes. C'est intéressant, à Edo, à l'époque Edo, tout ne se passe pas à Kyoto, n'est-ce pas? Et notamment, je pense au Kyushu, où il y a d'importantes réunion d'érudits, de scoliastes. Et au final, n'est-ce pas, l'affaire va mal tourner et ça sera tranché par le shogunat, comme l'avait été la première d'ailleurs, le Jono Gekisho, et le collège sera fermé pendant un certain temps, n'est-ce pas, en 1803. Et la charge de responsable unique des études disparaîtra au profit d'un collège, qui existe encore aujourd'hui, le collège des Kangaku. Mais il y aura des répercussions encore jusque dans les années 1830, où un vieux bonze de la région de Edo, à 80 ans passés, continuait à maintenir qu'il fallait défendre la position des 3 actes. Et là-dessus, il se fera couper la tête parce qu'on considérait que le problème avait été réglé depuis longtemps. À 80 ans passés, il n'avait plus à parler d'excuses. Là-dessus, n'est-ce pas, on arrive ici alors j'ai parlé du collège, et on va, dans le cadre du collège, développer différentes choses, et notamment ce que j'ai appelé l'examen palatin, Denshi. Denshi, ici, ça désigne rien d'autre que le Honganji. Et ici, ça se déroule dans ce couloir. À gauche, c'est la fameuse salle qu'on a vue tout à l'heure, là, du Taimensho. Et à droite, le jardin Kokei.
Et c'est là, dans cet endroit un peu improbable, dans ce couloir, qu'ont lieu les examens. Évidemment, tout est calfeutré, toutes les fenêtres sont fermées, c'est dans une obscurité avec juste quelques lanternes et des petites tables basses qui sont disposées à même le sol. Et alors, les candidats sont alignés là, il peut y en avoir une bonne vingtaine, et arrivent, tout ça dans la pénombre, on entend juste craquer les planchers, arrivent 4 religieux du rang de Kangaku, le plus haut, et on attend dans un silence de plomb jusqu'à ce qu'on entende encore arriver encore plus loin des pas, et c'est un bonze qui arrive des appartements du patriarche, porteur d'une boîte scellée contenant la question. Et ces questions, elles sont tirées de l'un ou l'autre des rondai, sujets de discussion, qui ont été définis progressivement. Et, n'est-ce pas, vous en avez un exemple ici déjà à l'époque de Jakunyo, le 14e patriarche, qui est le premier à tenir un rongi, après on parlait, une dispute doctrinale. Jakunyo, c'est le plus long patriarcat du Honganji, et donc fils de Ryonyo, qui avait fondé le collège, et de Yotokuin. Yotokuin n'est pas une épouse de Ryonyo, mais une de ses concubines. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle était voisine du Miidera. Donc on sait très peu de choses, alors que les 2 épouses successives de Ryonyo, parce qu'elles sont mortes l'une après les autres, étaient de la noblesse et même apparentées à la famille impériale pour la seconde. Donc Yotokuin était une femme sans doute ordinaire. C'est la mère de Jakunyo, et pour le 7e anniversaire de sa mort, en 1681, bon, comme vous le savez, le compute nous donne 6 années, mais on est au Japon, donc ça en fera 7, eh bien, il y a plusieurs jours de cérémonie, c'est une date importante dans le calendrier post-funéraire, le 7e anniversaire, et ça dure du 14 au 17 de la 8e lune, ont lieu des rituels au mausolée de Otani, à Nishi-Otani, autrement dit Gojozaka à Kyoto, qui est le mausolée du Nishi-Honganji. Et pendant entre le 14e et le 17e jour, très précisément le 16e, l'avant-dernier au soir, au Honganji lui-même, Jakunyo a organisé ce qui passe donc pour le premier rongi, historiquement parlant, au Honganji, avec 3 questionneurs qui sont choisis parmi ses fils, c'est-à-dire des renshi, n'est-ce pas, les plus hauts rangs dans la hiérarchie du Honganji avant le patriarche, et c'est lui-même qui va apporter les réponses. La question, n'est-ce pas, Nyonin Jobutsu, que les femmes deviennent Bouddha, ou peuvent réaliser l'éveil. Alors vous savez que la question se pose pour savoir si les végétaux, les minéraux deviennent Bouddha. Parfois ça paraît plus évident que pour les femmes, n'est-ce pas? Mais le fait est que vous avez des chants de Bouddha où les femmes peuvent aller naître, telles quelles. Par exemple, le chant du Bouddha Yakushi. Dans la terre pure Luli Kodo, de Yakushi Nyorai, les femmes peuvent aller naître telles quelles, les invalides aussi. Or, les vœux du Bouddha Amida disent que pour la terre pure de l'Ouest, les femmes et les handicapés n'y naissent pas. Ce qui peut paraître évidemment restrictif, ça a été l'objet de très nombreux débats. Il faut comprendre, n'y naissent pas comme tels. Le sujet est déjà débattu par Tan Luan au VIe siècle en Chine. N'y naissent pas comme tels, car il y a des vœux spécifiques d'Amida. C'est le cas pour les femmes, c'est le 35e de ces 48 vœux, qui dit qu'elles vont naître dans la terre pure, mais sans leur forme féminine, sans leur condition féminine. Donc on en déduit qu'elles y naissent sous forme masculine. Et il y a une bonne raison à ça, c'est que dans un chant de Bouddha comme celui-là, il n'y a que des bodhisattvas, au minimum au 8e stade. Et l'un des autres vœux assure à tous les habitants de la terre pure les 32 marques d'un Bouddha. Et parmi les 32 marques d'un Bouddha, il y a notamment le sexe comme celui de l'étalon, ce qui laisse donc à penser effectivement qu'il n'y a que des hommes dans la terre pure d'Amida. Eh bien, voilà sans doute ce qui a été rappelé au cours de cette discussion autour de ce rongi qui est encore un rondai aujourd'hui. Ça, c'est l'expression, on dit dans les chroniques, Nyonin Jobutsu rongi. Donc c'est vraiment une dispute doctrinale portant sur la réalisation de l'éveil, l'état de Bouddha par les femmes. Voilà une liste de certains de ces rongi. Il y en a 130 à vrai dire, aujourd'hui d'arrêtés depuis 1920. Il y en a 130. 30 d'entre eux concernent des sujets extérieurs au Shinshu, plus généraux du bouddhisme, voire même par rapport aux autres religions.
Ils sont peu traités. Il reste 100 rondai spécifiquement Shinshu, et sur eux, 30 concernent la foi, c'est ce qu'on appelle Anjin Rondai, et donc 70 concernent la doctrine. Il y a une subtile distinction entre les deux, les Kyogi Rondai. La liste que vous avez ici, c'est ceux qui sont utilisés en 1611 au Honganji pour le 650e anniversaire, 1911, 650e anniversaire du décès de Shinran. Cérémonie extraordinaire, peut-être les plus somptueuses qu'on ait jamais vues, sous le patriarcat du 22e patriarche, qui n'est autre que Otani Kozui, le fameux comte Kozui des expéditions d'Asie centrale, et qui d'ailleurs se retirera 3 ans plus tard, en 1914, suite à un scandale financier, puisqu'il avait un peu tendance à financer ses expéditions personnelles par les finances du temple lui-même. Alors, n'est-ce pas, il y a des rongi ici 2 fois par jour, matin et soir. Et c'est des rituels qui durent des heures, beaucoup plus longs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des formes abrégées, et qui sont consacrés aux 3 sutras principaux de la Terre pure, Jodo Sambukyo. Et les 3 sutras, c'est comme les 3 mousquetaires, ils sont 4, c'est-à-dire 4 volumes. Vous voyez, volume Jokan, Gekan, Kangyo et Shokyo. Donc le sutra de vie infinie, 2 volumes, le sutra des contemplations et le sutra d'Amida, ou petit sutra en volume. Et on voit, n'est-ce pas, le tout premier, en haut à gauche, Shusei Hongai, c'est le sens, la raison originelle de la venue au monde du Bouddha. Et alors, on va expliquer que finalement, quoique Shakyamuni ait pu prêcher pendant 45 ans, le sens fondamental pour lui, c'est quand même de prêcher les vœux d'Amida. Et comme par hasard, c'est ce rondai-là qu'on utilise lorsque, aujourd'hui encore, chaque année, on célèbre l'anniversaire de la naissance de Shinran. Vous voyez, la venue au monde du Bouddha, la naissance de Shinran, il y a évidemment un parallélisme qui est mis là. Et il y a 2 sujets, toujours, un sujet principal et un sujet secondaire. Le sujet secondaire, en l'occurrence, c'est Jikokuon. Je pense que ça dit quelque chose à pas mal de gens. C'est bien sûr en référence à la doctrine du lotus, dont Shinran n'a jamais parlé, c'était à Zonkaku de le faire. Est-ce que Amida, comme le dit le sutra d'Amida, ou le sutra de vie infinie, est devenu Bouddha il y a 10 kalpas de cela, ou est-ce qu'il est Kuon depuis un passé extrêmement éloigné? Je ne vais pas bien sûr tous ces énumérer. Après, de nouveau, Gyoshin, Ichinen, ou qu'est-ce que j'avais... Vous voyez, le deuxième en bas, le deuxième depuis la droite, Ichijo, Kyoku, etc. Et encore un peu plus loin, Okedoji. Okedoji, donc lié au sutra des contemplations, qui revient à dire que les sutras de la Terre pure ont été prêchés en même temps que le lotus. Donc dans la phase finale, si l'on suit la classification du Tendai. Voilà, ça c'était une image. Alors, autre chose liée également au collège et aux disputes, c'est le Hango, c'est la retraite d'été, qui a toujours lieu. Là, c'est des séries de conférences qui se donnent, comme autrefois dans le collège à l'époque Edo. Et il y a un épisode plus marquant, ça dure quand même plusieurs semaines, en plein été. Il y a ce qu'on appelle Kaidoku. Et Kaidoku, c'est vraiment une discussion de rondai sur un des sujets de doctrine ou de la foi qui est vraiment débattu. Mais tout ça se fait de manière, disons, très discrète, donc on n'a pas de documentation à proprement parler. Avec cela, on arrive à Myonyo, ou Otani Koson, le père d'Otani Kozui, qui est un personnage assez énigmatique dont la vie mériterait d'être étudiée, mais qui est peu connu et qui a été au Honganji et à travers lui au bouddhisme japonais, parce qu'à l'époque, 2 Japonais sur 3, dit-on, appartenaient à cette tradition. Eh bien, il a été au Honganji ce que l'empereur Meiji a été au pays. Et c'est peut-être pas par hasard d'ailleurs que leur nom commence par le même caractère. Myonyo, il a c'était un politicien, on le voit d'ailleurs avec le kesa qu'il porte, n'est-ce pas, et qui est orné du chrysanthème impérial, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde, et il l'a reçu de la cour pour service rendu, n'est-ce pas, pour son soutien à la restauration de l'empereur Meiji, alors que l'autre Honganji, le Higashi Honganji, avait été moins bien inspiré en soutenant le shogunat. Donc, Myonyo en est récompensé et reçoit le kesa
au kiku, à la fleur impériale. Il également, vous voyez qu'il est mort jeune, mais il a fait quand même énormément. Il a ouvert des missions à l'étranger et il a profondément enrichi le rituel dans beaucoup de domaines, notamment dans le rafraîchir le shomyo, le plein chant, dans l'école Tendai. Et c'est aussi dans l'école Tendai qu'il va chercher toute l'information pour mettre au point, une bonne fois pour toutes, les rituels de type Rongi qui vont être utilisés au Honganji. Il y a une bonne raison que ça soit le Tendai, puisque Shinran et les patriarches, ses successeurs, ont tous été ordonnés dans cette école. Et alors, le premier Rongi des temps modernes a lieu lorsqu'on inaugure le Daikyoko, c'est-à-dire cet établissement d'enseignement qui succède à l'ancienne académie et qui préfigure l'actuelle université Ryukoku. Et vous voyez que donc, le cortège part du temple, Honganji à droite, et traverse jusqu'au Daikyoko, qui est donc le campus actuel d'Omiya, Omiya Campus du Ryukoku Daigaku à Shichijo, Omiya. Et il y a ce bâtiment moderne pour l'époque, qui est en dur. Donc c'est le bâtiment d'enseignement au fond et 2 ailes pour les dortoirs et les classes d'instruction, bien sûr, des élèves, des étudiants. Et on devine devant le bâtiment, n'est-ce pas, les 2 estrades tout au fond. On n'a pas un petit truc? Oui. On les verra mettre. Au premier plan, on voit une estrade pour du Gigaku, merci. Et là, tout en haut. Voilà, ici vous avez les 2 chaires, Koza, n'est-ce pas, pour le Koshi et le Dokushi. Mais on verra ça mieux encore. Et là, nous sommes en 1879, donc le 4 mai 1879. Voilà, ici c'est plus explicite, on les voit bien. N'est-ce pas? Donc en plein air et je pense qu'ils n'avaient pas de micro, donc ça devait être, et tout le monde autour, bien sûr, aligné, etc. Alors on retrouve ça précisément lors de la cérémonie des 650 ans en 1911 de la mort de Shinran. Alors à l'intérieur du Honganji, ici on est dans le Goeido, la salle où conservait la statue de Shinran, bien évidemment la chasse est fermée, il n'est pas question qu'on la voie sur la photo, et non pas dans la chapelle où se trouve la statue du Bouddha. Et toute cette partie qui est le Geijin, normalement qui accueille le public, eh bien, a été entièrement vidée pour laisser la place aux 2 estrades d'Aikoza, et sur lesquelles prennent donc la place le conférencier d'une part et le lecteur d'autre part, Dokushi et Koshi. Et ici, en haut, au passage, c'est pas une lampe qui a fait un contre-jour, c'est que contre le mur à cette hauteur, vous avez cette enseigne avec le nom posthume de Shinran, Kenshin Daishi, octroyé par l'empereur Meiji, encore une fois. Et il n'est pas question qu'on voit la calligraphie de l'empereur Meiji sur une photo. Voilà, pour vous situer un peu mieux, ici une photo plus récente qui est prise à l'Enryakuji lors du Hokedai-e, où on voit bien les deux qui se font face. Oh, vous les voyez, quoi. Hop. Voilà. Alors, les officiants, n'est-ce pas, il y a 2 formes, on peut dire. Il y a la forme solennelle qui, je crois, n'a plus été célébrée depuis la guerre. Et maintenant, il y a une forme plus simple. Alors, à la base, il y a le juge, qui est forcément le patriarche, le Monshu, et ce scrutateur proposant ou inquisiteur, comme le traduisait Jean-L. Robert. Et dans la forme simplifiée, les 2 sont exercés par le patriarche. Le Daisha, notamment, c'est lui qui sélectionne le Rondai. Et il le fait de toute façon sur délégation Yodatsu, délégation très spéciale du patriarche, exclusive. Et il portera la cagoule, n'est-ce pas, ce qui est aujourd'hui devenu très rare. Ensuite, on a le conférencier et le lecteur. Et aujourd'hui, dans les formes simplifiées, les 2 sont exercés par le même religieux. Enfin, le questionneur et le chaplain qui est surtout chargé de sonner la cloche. Il y a donc 2 sujets à chaque fois qui sont traités, le sujet principal et le sujet secondaire. Le sujet principal est toujours tiré du Sutra de vie infinie, le Grand Sutra,
qui contient les 18 vœux, les 48 vœux, et les autres, les sujets secondaires, peuvent être tirés de l'un ou l'autre des 3 sutras ou des 7 maîtres de la terre pure, c'est-à-dire Nagarjuna, Vasubandhu, Tanluan, Daocho, Shandao, Genshin et Onen, ou les œuvres de Shinran. Le processus est assez curieux puisqu'on pose donc les 2 questions, mais on répond par la seconde en premier. Pourquoi faire simple quand on peut... C'est pas, disons, une logique tout à fait cartésienne. Et vous avez peut-être, certains d'entre vous, fait le voyage de Genève pour cette exposition. On a vu ce tableau qui n'est pas visible même au Japon et qui avait, grâce à la bonne volonté de Honganji, fait le voyage de Genève, où on voit le patriarche Myonyo, alors en grande tenue, de Daisha, de scrutateur. Vous l'avez vu tout à l'heure portant le kesa avec le chrysanthème impérial, et ici en grande tenue de Rongi, justement, avec la fameuse cagoule. Et il y a là derrière un petit jeu de Shinzoku Nitai. On est à l'époque Meiji, et lorsque vous avez le kesa avec le kiku impérial, c'est Zokutai, et ici on est en plein, bien sûr, dans le Shintai, donc peint par Ando Chotaro. C'est toute une histoire. Lui vivait reclus, il était, encore une fois, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il semble que sa figure a été peinte d'après une photographie. On n'en connaît que 3 de photos de lui, tellement il vivait mystérieusement. Il porte le grand kesa à 7 bandes, bien sûr, sur la robe violette de Monzeki, et puis la cagoule donc des Tendai, bien connus dans les portraits de Saicho, de l'école Tendai. Mais ce sur quoi je vais attirer votre attention, c'est ce qui tient en main, ce brûle-parfum d'une part, et posé devant lui le nyoi. Donc il y a l'egoro en main, brûle-parfum portatif, le nyoi posé sur la boîte à notre droite, et suebako à gauche qui est pour ranger le brûle-parfum. Ça, c'est la position lorsque le conférencier écoute la question. Et lorsqu'il répond, il va prendre le nyoi. Et le nyoi, on pourrait traduire par à volonté. N'est-ce pas ? Et c'est donc le signe éminent de son autorité doctrinale qui est encore aujourd'hui définie comme telle. Bien qu'il y ait un bureau des Kangaku, l'autorité revient au patriarche. Et ces objets originaux sont toujours conservés au Honganji. Et voilà comment ça se passe aujourd'hui, donc dans une forme plus simple. Devant la statue de Shinran, eh bien, vous voyez à droite, c'est le questionneur, et puis assis sur le raiban, sur l'estrade au milieu, en robe rouge, avec le kesa, non pas avec le kiku bien sûr, mais avec le sagari fuji, un des emblèmes de Honganji, donc celui qui tient les 2 rôles de kodokushi, de conférencier et de lecteur. Et vous voyez à la taille du brûle-parfum en dessus de lui, et le gigantisme de tout ce qui est ensuite derrière pour ce qui est des ornements d'autel, à peine visibles depuis le public. J'ai encore ça. Voilà les textes qui sont utilisés, le Yobyaku et le Kyoshaku, donc c'est le début de Rongi. Tout ça n'est évidemment pas publié et je le dois à la bienveillance, c'est pour ça que je me permets de mentionner son nom, de rappeler sa mémoire, de Takeda Eisho Sensei, qui était le Egyoji du Nishi Honganji et qui se trouve être aussi l'abbé où se trouve la tombe de Zonkaku au Gangyoji de Shimoichi-cho. Région tout à fait remarquable dans le Yamato. Donc, il y a ce Yobyaku, que je traduirais par proclamation d'intention, et puis ensuite un petit résumé du sutra. Et puis après, on va passer aux questions, mais je voulais attirer votre attention sur ce passage ici. Il n'est pas question de tout lire. Vous voyez que c'est quand même en japonais, mais un japonais Meiji, sauf les passages tirés des sutras. Et à droite, n'est-ce pas, vous avez 4 vers qui commence par Tengewa Jun, on l'appelle parfois la stance de Tengewa Junsho, dont je vous ai donné la traduction. Sous les cieux, l'harmonie le suit le Bouddha. Il était question du Bouddha. Le soleil et la lune brillent clairement, le pays prospère, le peuple est en paix, les troupes et les armes sont inutiles. C'est un extrait du Sutra de vie infinie, du Daikyo, et qui est le même passage, mais plus long, sans être abrégé, est également récité le 1er janvier. Lors de la cérémonie qui s'appelle Shusho et pratiquer la rectitude, et c'est au fond un passage tout à fait Chingokoka. C'est vraiment un passage pour la protection du pays, qui se glisse ici dans un rongi, en l'occurrence célébré au moment de l'anniversaire de Shinran. Donc vous voyez,
la fameuse séparation religion, État, etc. Il y a encore cette notion, aujourd'hui encore, que le bouddhisme profite à la nation. Et puis là, c'est le texte du Longi apparemment parlé, la question principale, Shushe Hongai, est Jiko Kuon. La première question, voilà, juste pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble. Donc évidemment, il n'y a plus rien à mémoriser quasiment, si ce n'est la manière de prononcer. Il y a peu d'indications sur les lectures qui sont parfois très spécifiques, et donc ça nécessite une transmission orale. Voilà encore ce passage de Kuon Jitsuzo Amida-butsu qui se trouve dans les Wasan de Shinran et qui va être l'objet, vous le voyez ensuite, Hokekai Shia Kenpon, n'est-ce pas? Quels sont les rapports entre la durée infinie de Amitayus et le Shakyamuni de la partie originelle du lotus. Et enfin, le stance des transferts des mérites, parce qu'on est quand même dans un rituel bouddhique et il faut cette dédicace finale. Et Koku, vous voyez que c'est une pièce de plein chant, de Shomyo ou de Bombay, qui commence avec les triples refuges, et puis ensuite une formule créée pour la circonstance, Gakon Kiye Shaka Zenzai, Kenshin Daishi Dento Shoshi. Donc, il prend refuge dans le Bouddha Shakyamuni, et donc Kenshin Daishi, c'est le nom posthume de Shinran. Donc, c'est forcément une formulation postérieure à Shinran, rédigée à l'ère Meiji, sur une musique, vous le voyez, extrêmement compliquée dans les quelques signes de transcription mélodique. Mais ensuite, le final, Gan Nishikudo Kubyodo Seisai, c'est du Shandao, le moine Zendo à l'époque des Tang. Et vous voyez, il n'y a pas de transition. On est dans du chinois, du sino-japonais, dirait-je Noël Robert, ou du chinois des Tang. Et c'est un peu la magie, bien sûr, de cette écriture, qu'on puisse passer, sauter les siècles, sauter même les continents à travers cette liturgie. Et donc la dédicace termine en disant, si je traduis librement, puissent les mérites de cette cérémonie être offerts également à tous, qu'ils produisent la pensée de l'éveil et à y naître dans bonheur paisible. Et c'est sur ces belles paroles que je rends le micro, à moins qu'il y ait des questions.